Bonjour et bienvenue à ce live en direct de la Ligue vaudoise contre les cancers. Un rendez-vous spécial Covid pour répondre aux questions des parents doublement concernés pour leurs enfants en traitement pendant cette période difficile. Nous vous encourageons d'écrire vos questions dans la partie commentaires en dessus du post Facebook et nous y répondrons au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'être accompagnés par 4 intervenants. Le docteur Manuel Dizzi, médecin pédiatre spécialisé en hémato-oncologie au CHUV. Audrey Brossard, assistant social à la Ligue vaudoise contre les cancers et aussi qui travaille dans les mêmes services que docteur Dizzi, l'unité d'oncologie pédiatrique. Raël Morciano, président d'ARFEC, l'association romande des familles d'enfants atteints d'un cancer et aussi mamans concernées. Et Nicole Cross, responsable de soins infirmiers pédiatriques du canton de Vaud. L'AVASAD, c'est l'association vaudoise d'aide et de soins à domicile. Alors, merci beaucoup aujourd'hui d'être ici. On va commencer, je donne la parole directement au docteur Dizzi. Alors, la semaine passée, on a écouté la professeure Peters au CHUV, qui était très claire. Alors, pas de report des traitements. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça aussi pour les enfants? À l'heure actuelle, alors bon, l'évolution évolue quotidiennement, on a des informations qui sont mises à jour quotidiennement, mais actuellement, il n'y a pas de report et pas de report prévisible des traitements pour nos patients et des consultations aussi d'ailleurs. Et comment on se vit cet isolement des enfants hospitalisés maintenant aujourd'hui avec la crise de la deuxième vague Covid? Alors, je ne suis pas sûr que ça soit forcément que les enfants hospitalisés. Je pense qu'il y a un stress, je dirais, chez tout le monde, que ce soit chez les enfants hospitalisés, chez les autres enfants, et d'ailleurs dans les familles de façon générale, et chez tout le monde dans le pays. Donc, il n'y a pas de crise majeure, je dirais. Le contact que j'ai avec les enfants et les parents, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de stress cette fois que la première crise. Peut-être parce qu'on commence à s'habituer un petit peu, on sait ce qu'il faut faire pour essayer d'éviter la propagation. Mais je dirais, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de gros stress actuellement par rapport à ça qui soit perceptible chez les enfants. D'accord. Et si un enfant, par exemple, en traitement a les Covid, est-ce qu'il doit arrêter tout de suite les traitements? Alors, on n'a pas eu cette situation-là. On a eu quelques cas de patients qui n'étaient pas en traitement. Et puis après, ça va dépendre de la situation clinique, c'est-à-dire de la phase du traitement, si c'est un traitement très intensif ou pas, et puis de comment l'enfant va. À l'heure actuelle, on n'a pas eu affaire à ce genre de situation et on a des résultats plutôt rassurants, je veux dire, des quelques cas qui ont été décrits dans la littérature d'évolution plutôt tranquille, on va dire, de ces patients d'oncologie pédiatrique en Europe en particulier. D'accord. Il y a une autre question qui nous revient, c'est qu'on a entendu aussi qu'il y a une solidarité entre les hôpitaux avec des transferts, notamment pour les soins intensifs. Est-ce que c'est pareil pour les enfants? Est-ce que, par exemple, on risque d'avoir des enfants qui vont être hospitalisés loin de chez eux? Alors, en principe, pas. Là, on a de la place actuellement. Et puis, ce virus a tendance à pas toucher de façon très sévère les enfants. Ça, vous l'avez entendu dans la presse, donc ça se confirme. Ce qui fait qu'on n'a pas de manque de place, je dirais, actuellement. Donc, il n'y a pas de prévision. Autant il n'y a pas de prévision de retarder des chimiothérapies ou des traitements ou des interventions chirurgicales à cause de la situation à l'heure actuelle. Autant il n'y a pas de prévision actuellement de devoir transférer des enfants ailleurs. Pendant la première vague, il y a quelques enfants non oncologiques qui ont été transférés chez nous d'hôpitaux, mais pas pour des raisons de place, c'est pour des raisons je dirais, de capacité d'équipements médicaux, mais pas de patients qui sont prévus pour être transférés ailleurs, que ce soit en oncologie ou ailleurs, en pédiatrie. Vous êtes aussi un des premiers initiants du programme PASTEC. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous définir de quoi il s'agit ce programme et s'il se poursuit encore? Oui, alors
c'est un programme d'activité physique pour les enfants atteints de cancer, qu'ils soient sous traitement ou hors traitement. On l'a mis sur pied avec l'équipe du Centre Sport et Santé de l'Université de Lausanne, ça fait 5 ans maintenant. Ça avait commencé par une étude qui a montré quelques bénéfices notables, notamment au niveau de la diminution de l'anxiété chez ces enfants, et puis capacité aussi de récupération, de la capacité de mémorisation chez certains enfants là aussi. Donc formellement il continue. Là par précaution, on l'a interrompu à partir de maintenant, enfin la semaine passée, parce qu'on avait l'impression que la courbe montait de façon très importante. Par précaution extrême, je dirais, c'était peut-être exagéré avec le rétrospect, mais par précaution extrême, on l'a interrompu en tout cas pendant ce prochain mois. Et puis après, on va réévaluer en fonction des recommandations des autorités sanitaires et de la direction du CHU pour savoir si on peut recommencer de façon tranquille, on va dire. D'accord, merci beaucoup. En fait, si j'ai bien compris, alors ça poursuit toujours, mais comment un parent peut prendre contact direct avec ces programmes, joindre quelqu'un qui peut aider l'enfant? Oui, alors il y a un site, pastec.ch, donc pastec, c'est pastec.ch, où il y a toutes les informations pour prendre contact avec la responsable de ce programme qui est Sonia Maté, donc la responsable au niveau du Centre Sport et Santé, des sports universitaires de l'université et des PFL. Et puis elle pourra, après, elle va prendre contact avec moi pour voir si l'enfant en question peut rejoindre ce programme, ce qui est dans l'immense majorité des cas possible. Et puis, on discute, puis après, elle donne aussi le programme et quand sont les prochaines réunions. Et au niveau médical, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce que les survivants au cancer pédiatrique sont plus vulnérables face au coronavirus? Comment c'est par exemple le retour à l'école maintenant dans cette période? Alors ça, c'est une question qui n'est pas complètement résolue. Des informations, alors bon, évidemment, ça va dépendre des situations et puis de comment vont, je dirais, quelles sont les séquelles qui sont présentes. C'est clair que un enfant qui a des séquelles pulmonaires, notamment au niveau de la respiration, ce qui est plutôt exceptionnel, mais ça peut arriver. Peut-être qu'il peut y avoir un risque accru par rapport au coronavirus. Mais encore une fois, des informations qu'on a jusqu'à maintenant, qui datent surtout de la première vague, des différentes unités plus grosses que la nôtre, ou même que celles qu'on peut trouver en Suisse, mais on peut trouver en Europe, notamment Paris ou en Italie, on n'a pas l'impression que le risque, que ce soit chez les personnes sous traitement ou chez les personnes après traitement, soit clairement majoré. Maintenant, il faut aussi réaliser c'est qu'on a, comme tout le monde, très très peu de recul, et puis que c'est les mois et les années qui viennent qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux. Mais en tout cas, il n'y a pas, je dirais, d'explosion de complications décrites chez les patients sous traitement ou après traitement pour un cancer de l'enfant. D'accord. Alors, j'ose vous interrompre parce qu'il y a une question qui vient sur la page Facebook. Il y a une madame qui nous dit, si les parents travaillent dans les soins avec des gens atteints du Covid, est-ce que ça peut être dangereux pour l'enfant en traitement oncologie si les parents deviennent positifs au Covid? Alors, c'est comme, je dirais pas forcément plus les parents que n'importe qui d'autre qui pourrait les contaminer. Là encore, je répète, on a peu d'indications que le Covid soit plus dangereux actuellement. Encore une fois, ça demande à être prouvé définitivement, mais que le Covid soit plus dangereux chez les enfants en traitement ou post-traitement pour un cancer de l'enfant. Maintenant, c'est clair qu'un enfant peut s'infecter n'importe où. Peut-être, ça aussi, c'est pas très clair. On a l'impression, c'est ce que les autorités transmettent en tout cas, que les enfants sont moins susceptibles d'attraper des formes sévères et moins susceptibles peut-être même de l'attraper tout court. Ce qui fait que je crois qu'il faut s'en remettre aux recommandations des autorités, bien se laver les mains, bien se désinfecter les mains, port du masque là, puis s'il y a un des parents qui est positif, dans la mesure du possible, mais ce n'est pas toujours facile suivant le type de logement que les familles ont, dans la mesure du possible, peut-être que le parent infecté, comme pour n'importe quel autre type d'infection, se mette un petit peu à l'écart et évite d'interagir de façon trop proche avec l'enfant.
voilà ce qu'on peut dire. Mais je dirais l'enfant peut s'infecter à la maison, mais il peut aussi s'infecter à d'autres endroits. Et puis après, il faut clairement, je dirais, d'isoler complètement l'enfant dans une bulle, sans l'envoyer à l'école, sans qu'il puisse sortir, voir des copains. Ça peut aussi amener d'autres problèmes majeurs qui ne sont peut-être pas des problèmes infectieux, mais des problèmes psychologiques qui sont aussi très importants dans le type de pathologie qu'on traite. Okay, alors, merci beaucoup pour répondre à nos questions. On sait que vous êtes occupé, que la clinique vous appelle. Du coup, vous devez partir, mais on vous remercie beaucoup pour ce temps qui nous aide un petit peu à clarifier des points qui nous revient auprès de, voilà, des patients qui nous posent des questions, etc. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci à vous et bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. Alors, je vais ouvrir la discussion avec les personnes que nous qu'on est là. On va commencer peut-être par Audrey Brossard, qui travaille aussi avec les docteurs ici dans la même unité d'oncologie pédiatrique. J'ai quelques questions à vous poser. Par exemple, alors vous êtes assistant social à la Ligue vaudoise contre les cancers. Comment ça se passe au niveau de l'accompagnement social pour les enfants? Je dirais qu'au niveau de l'accompagnement social pour les enfants, on n'a pas changé grand-chose, nous, dans ce qu'on amène aux familles et aux enfants, mais c'est principalement l'environnement à l'hôpital qui a changé, avec donc, des normes sanitaires qui empêchent maintenant, un seul parent peut venir avec l'enfant. Les fratries n'ont plus le droit normalement de venir, donc c'est plus ce contexte-là qui est compliqué pour les familles, et je pense que Mme Morciano pourra le confirmer aussi. Tout à fait, oui, c'est vraiment... la maladie isole déjà en soi, et puis le Covid rajoute une couche en plus. C'est souvent des familles séparées. Si on parle d'une hospitalisation qui dure 2-3 semaines, il y a un parent avec l'enfant à l'hôpital et l'autre avec les frères et sœurs à la maison, sans possibilité souvent d'échanger aussi. Et c'est ça qui fait vraiment même une séparation souvent à l'interne de la famille pour protéger l'enfant malade. Oui. Si je peux peut-être sauter sur ce que M. Diesil a dit, tous les parents, on sait que les chances sont pas très importantes que les enfants déjà attrapent le Covid, mais en plus, ça soit une forme importante et dangereuse pour l'enfant. Mais malgré tout, les parents savent que leur enfant attrape un cancer. Il y avait une chance infime aussi. Et en même temps, c'est devenu une réalité pour eux. Donc, ce n'est pas vraiment très rassurant de se dire « mais c'est très, très rare » en fait. Même si on n'a pas peur, dans un coin de notre tête, on se dit on a déjà vécu des choses qui théoriquement ne devraient pas arriver. Donc, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur pour les enfants. Ouais. Du coup, il y a de la peur. Mais l'accompagnement social, vous avez quand même pu rester dans les hôpitaux pour être avec les enfants. Oui. Alors, contrairement à la première vague où on a dû partir en télétravail, là, on a pu rester à l'hôpital auprès des familles, ce qui était très, très important pour nous. J'espère pour les familles aussi. Voilà, parce que le contact est différent. On essaye toujours de passer quand ça ne dérange pas le parent, tandis qu'au téléphone, on ne sait jamais à quel moment on tombe. Ça peut être un moment où l'enfant ne va pas bien, où il y a un réseau médical. Donc voilà, ça nous amène cette proximité-là, tout le langage non verbal aussi, même si on est masqué, on ne voit que le haut du visage, c'est très important voilà, pour sentir un petit peu la situation, dans quel état sont les parents et l'enfant. Donc ça, c'est très important. Et être aussi auprès des équipes soignantes, ça facilite, ça rend plus rapide et plus fluide les informations. Typiquement, s'il y a besoin d'un certificat médical, s'il y a besoin d'informations, tout est plus rapide, plus simple. Du coup, il y a une question qui vient sur Facebook aussi. Est-ce que l'école à l'hôpital se poursuit? Oui. D'accord. Même maintenant avec les Covid? Même maintenant, l'école en dehors de l'hôpital se poursuit, l'école à l'intérieur de l'hôpital aussi. Une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et comment ça se roule? Comment ça se passe? Alors, un enfant qui est hospitalisé, les enseignants à l'hôpital sont informés qu'il est hospitalisé et vont du coup pouvoir aller soit en chambre s'il est en chambre, avec l'autorisation du personnel soignant et des parents, bien entendu, en fonction de si l'enfant se sent bien ou pas. S'il a un traitement en ambulatoire, il va également pouvoir bénéficier de l'école si le traitement est suffisamment long pour que l'enseignant puisse venir. D'accord. Et toujours en respectant les normes sanitaires. Ça, c'est important.
Oui. Du coup, au niveau général, qu'est-ce qui a été mis en place dans les cantons de Vaud, par vous et par des autres institutions pour soutenir la famille? Voilà. Alors, je dirais qu'il n'y a pas eu besoin de mettre en place beaucoup de choses supplémentaires. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au CHUV, on a en effet des patients du canton de Vaud, mais également de toute la Suisse romande, et des fois d'autres, même de Suisse allemande. Donc voilà, chaque canton a aussi ses particularités. Sur le canton de Vaud, certains fonds peuvent être débloqués s'il y a une perte financière en lien avec le Covid. Donc c'est ça qui a été mis en place. Sinon, je dirais que ces règles sanitaires sont des choses que les familles avaient déjà acquis pour leurs enfants qui souvent ont des défenses immunitaires basses. Donc ça a plutôt été bénéfique par rapport à ces normes. Oui, oui, oui. Il y a une autre question qui vient. Alors, est-ce que les enfants peuvent toujours se faire visiter par des copains ou des amis dans l'hôpital, par exemple? Non, malheureusement pas. D'accord. Seul un parent, enfin les parents peuvent rendre visite et un seul parent à la fois. Même les fratries ne sont pas censées rendre visite aux enfants, ce qui est donc très long, même si on sait que maintenant les moyens virtuels facilitent les choses. Mais voilà, les frères et sœurs ont besoin de se retrouver, surtout lors d'une longue hospitalisation. D'accord. Madame Morciano, alors vous êtes présidente de l'ARFEC. Déjà, la Ligue vaudoise contre le cancer collabore avec vous depuis, je pense, la création. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ce soutien? Alors, l'ARFEC, c'est d'un côté un soutien financier pour des frais qui ne sont pas pris en charge ni par les caisses maladie, ni par d'autres instances, comme les frais de parking, les frais de repas du parent qui reste auprès de l'enfant, et puis des coups de pouce là où c'est nécessaire. Mais c'est aussi et surtout un accompagnement de proximité des familles, tout par des personnes qui l'ont vécu eux-mêmes. Donc, tous ceux qui sont engagés au sein de l'ARFEC, nous avons eu un enfant malade nous-mêmes, donc il y a une compréhension de ce que vivent les familles. C'est beaucoup de moments de détente aussi, en temps normal, des moments de rencontre entre parents. C'est souvent le seul endroit où on se sent vraiment compris avec d'autres parents qui ont vécu la même chose que nous. C'est des moments d'échange pour les fratries aussi. Comme elle a dit, Madame Brossard, que la fratrie, c'est difficile actuellement de ne pas voir leur frère ou leur sœur malade. Nous, en temps normal, on essaie vraiment de proposer des moments de respiration pour les familles entières où ils peuvent tout simplement être des familles, s'amuser et puis mettre de côté un tout petit moment les soucis de la maladie. De quoi ils ont vraiment besoin, les familles, pendant cette période Covid? Ils auraient besoin de contact, ce qui est très très compliqué actuellement. Après, elle a dit très justement, d'un côté, cette période Covid n'apprend rien de nouveau aux familles. Les soucis des virus, des microbes, c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Désinfecter les mains, les masques, on a appris ça il y a bien longtemps. L'isolement fait partie de la maladie de l'enfant aussi, souvent, malheureusement, trop souvent. Donc, d'un côté, c'est rien de nouveau, mais ça rajoute une couche de soucis supplémentaires aux familles. En temps normal, les parents, on a peur de la varicelle et de la rougeole et de ce genre de maladies qui sont quand même extrêmement rares. Donc, voilà. Ce que le Covid, voilà, il est partout. Donc, on peut pas éviter un contact potentiel avec le virus. C'est clair. Oui, bien sûr. C'est vrai que ce que dit Mme Morciano me fait penser au fait que pour les familles, pour ceux qui ne connaissent pas la maladie, ce qu'ils vivent maintenant avec le Covid, c'est ce que vivent les familles du moment que leur enfant est malade. Cet isolement quand même par rapport au virus, par rapport aux normes sanitaires. Donc, certains enfants ont dit maintenant les autres comprennent. Les soucis des parents aussi. Pendant la première vague, tout parent a vu ce que c'est quand on a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et on est censé de travailler à côté. Comment faire? C'est des difficultés que tout parent rencontre au cours de la maladie. Il y a une question sur Facebook que je pense que c'est plutôt pour Madame Cross, Abassad. Comment ça se passe pour les soins à domicile? Est-ce qu'il y a assez de personnel?
Oui, alors nous avons assez de personnel, nous faisons les prestations tout à fait comme d'habitude. Ce que j'ai envie de dire pour ces patients atteints d'affections oncologiques, je rejoins beaucoup, mesdames, que c'est au niveau de l'asepsie, des règles, des précautions standards et tout, c'est des gens qui ont vraiment l'habitude, qui sont extrêmement attentifs à l'environnement, à comment on évite qu'un enfant rencontre d'autres personnes avec des virus. Donc ça, c'est des choses qu'ils connaissent bien. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, de questions, et surtout dans les contacts. Est-ce qu'il faut accepter les copains? Est-ce qu'il y a pas mal de questions à domicile pour ça? Donc là, on prend un peu plus de temps pour répondre, mais par rapport aux infirmières qui vont faire des soins, les parents se sentent en sécurité puisqu'on prend vraiment des précautions d'hygiène, de prévention, port du masque, hygiène des mains, toute l'hygiène qui est autour du soin. Donc là, il n'y a pas de crainte par rapport aux soins à domicile, mais beaucoup de questions, comme vous le dites très justement, et cette solitude qui est quand même compliquée parce que même si les oncologues ne demandent pas que les enfants n'aillent plus à l'école, nous, ce qu'on constate sur les patients qu'on suit, beaucoup de parents ont pris la décision actuellement de ne pas envoyer leur enfant à l'école. Et par rapport à la fratrie, de tenir un peu à l'écart. Si vous avez des frères et sœurs qui vont au gymnase, où on sait que le gymnase, c'est un endroit où il y a peu de distanciation, il y a des parents qui sont inquiets par rapport à ce que l'aîné peut amener à la maison. Donc, il y a quand même toutes ces discussions-là autour. Et c'est plus par rapport à qui pourrait amener quand même le Covid. Du coup, si j'ai bien compris, même si c'est possible, c'est Oui. légal, il y a quand même une peur généralisée autour des familles qui fait Mais que... disons qu'il y a quand même des enfants aussi en temps normal, avec des neutropénies qui ne vont pas à l'école, ils font des allers-retours. Donc, difficile de dire... Mais si un enfant est immunosupprimé, il va rester à la maison actuellement, c'est sûr. Et puis, au niveau des visites, c'est vraiment chaque famille qui va décider selon aussi ses propres valeurs et tout. Mais on a quand même observé qu'il y avait moins de visites à part la famille, la cellule familiale, ou alors dans le jardin, à distance, etc. Ils aménagent... mais ils protègent quand même leur enfant. Une autre question aussi encore par rapport à l'éducation. Est-ce que les enfants ont accès à du matériel informatique afin de pouvoir participer aux cours dans leur école? Peut-être qu'Audrey, vous pouvez plus répondre. Alors, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place à chaque fois qu'un enfant doit retourner à l'école ou ne peut pas retourner à l'école de manière régulière, de voir ce qui est possible. Je dirais qu'actuellement, ça dépend vraiment des établissements scolaires. Certains établissements sont à l'aise avec tout ce qui est informatique et vont directement mettre Skype, des outils comme Skype en route. D'autres, c'est plus compliqué. Oui, ça dépend beaucoup du canton déjà. Hein. Chaque canton a son propre département de l'instruction et ses propres manières de fonctionner. Il y a le facteur du Wi-Fi aussi, qu'il n'y a pas encore dans toutes les écoles en 2020. Il y a les responsables d'établissement, les enseignants qui souvent, comme elle dit, sont pas à l'aise. Des fois, il n'y a pas les moyens techniques, tout simplement, non plus à disposition. Et il y a quand même une grande peur aussi du partage d'informations, du streaming, du transfert de données, en fait, que ça soit pas attaquable. La sécurité. Exactement. Par contre, ce qu'on observe, c'est toujours des camarades qui amènent des leçons, des moments d'école un peu à l'ancienne. Oui, tout à fait. Alors ça, qui fonctionne selon aussi les âges. Selon l'âge des enfants, ça c'est très très juste. Après, on aimerait, en temps normal, on souhaiterait que les enfants puissent le plus possible maintenir le lien avec l'école, parce que l'école, c'est pas seulement l'apprentissage, c'est un lieu social, c'est un lieu d'interaction pour les enfants et de contact. Donc, ça rajoute un isolement en plus s'ils ne peuvent pas aller à l'école. D'accord. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est aussi, des fois, pour l'enseignant, de devoir tout gérer. Tout à fait. Il n'y a malheureusement pas toujours qu'un seul enfant malade. Il peut y avoir un enfant qui a besoin d'appui. Enfin voilà, de tout gérer pour l'enseignant, c'est parfois compliqué, surtout si on n'est pas à l'aise avec les médias. Voilà.
aussi des formations. Genre, on ne peut pas tout savoir et en même temps, la situation change chaque semaine. Du coup, il faut s'adapter. En tout cas, vous avez un message de reconnaissance. Merci beaucoup, l'ARFEC, pour tout ce que vous faites et merci beaucoup aux assistants sociaux qui sont toujours à l'écoute. Du coup, voilà, ça veut dire qu'il y a quand même un travail qui est mis en place et qu'il y a un résultat. Les gens ils sont reconnaissants pour tout ce travail social. Du coup, ouais. Il y a d'autres questions. Ouais, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Il y a d'autres questions par rapport au social. Des patients qui nous posent ces questions. Par exemple, Noël, qu'est-ce qui va se passer? Bon, peut-être qu'on ne sait pas, non? Mais est-ce que les familles ne peuvent plus se réunir avec les enfants à l'hôpital? Alors, écoutez, on sait ce qui va se passer jusqu'à fin novembre. Voilà. Actuellement, c'est pas possible. Noël, je crois que tout le monde aimerait savoir, mais personne ne le peut actuellement. C'est ce qu'on disait, en fait, on va devoir s'adapter jour à jour. Alors, nous, on fête d'habitude Noël à l'ARFEC avec le Père Noël qui amène un cadeau pour chaque enfant. Ça nous semble très utopique cette année, même si nous n'avons pas encore officiellement renoncé à fêter Noël ensemble. Mais c'est très, très peu probable et ça serait aussi inconscient de réunir autant de personnes à un endroit. Si je peux rajouter quelque chose, par chance, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent rentrer à domicile. Et je pense que Noël, c'est typiquement une fête où les médecins hospitaliers, le personnel d'aide qui peuvent permettre aux enfants de rentrer dans leur milieu familial. Après, c'est juste, il faudrait vraiment des contraintes médicales importantes pour que l'enfant doive rester. Donc, il y a quand même des prises en charge très importantes à domicile pour éviter justement ces hospitalisations et cet isolement d'autant plus après, actuellement. Des fois, ce n'est pas possible. Voilà, et il y a chaque année des enfants qui passent Noël à l'hôpital. Ouais. Voilà, je dirais que tout le monde se pose la question s'il pourra passer Noël avec sa famille. Bien sûr. Ça fait des années que des familles doivent passer une partie de Noël à l'hôpital. Oui. Et si je peux poser une question, alors dans les soins à domicile, ces enfants qui ont les cancers pendant cette période Covid, à quoi il faut faire particulièrement attention? Alors, je dirais qu'on utilise les mêmes règles pour tous les patients que nous soignons. C'est vraiment des règles standards, bien sûr, d'hygiène, mais aussi des règles d'asepsie. Et puis, il faut être attentif à prendre un peu plus de temps avec eux s'ils ont besoin de partager justement cette solitude, l'inquiétude des parents. On passe un peu de temps à écouter, pouvoir répondre et apporter un peu de nos connaissances, mais un peu de chaleur et de présence. Mais voilà. Autrement, on travaille la même chose que le reste de l'année. Il n'y a pas de travail particulier actuellement. Oui, alors bon, on est 3 institutions ici aujourd'hui et je vous donne la parole si jamais vous avez des questions entre vous pour un partage un peu plus précis de ce que vous faites, comment vous pouvez peut-être vous coordonner ou quelque chose que vous devez savoir, comment ça se passe dans l'autre institution, peut-être. Voilà, vous avez des questions entre vous à vous poser. Moi, j'ai peut-être juste envie de dire que nous collaborons beaucoup avec l'hôpital, enfin avec le CHUV et les HUG, puisque tous les patients d'oncologie sont également suivis à domicile. On collabore avec Audrey, avec l'équipe de la Ligue. Et c'est très précieux parce qu'on a vraiment les mêmes objectifs, la même mission de pouvoir permettre à ces enfants de recevoir des traitements adéquats, d'avoir une vie sociale, donc de pouvoir sortir rapidement de l'hôpital, de pouvoir les prendre en charge le plus possible à domicile pour qu'ils puissent vivre dans leur famille et en milieu scolaire et d'apprentissage. Alors c'est vrai que moi, je n'ai pas de questions parce que justement, on a l'habitude de collaborer ensemble. On se connaît, on adapte aussi des fois, mais je pense qu'on sait maintenant s'appeler si on a besoin, si on pense que l'autre institution peut apporter quelque chose. Et c'est le but, vraiment, c'est cette complémentarité de pouvoir l'amener aux familles pour le bien des familles. L'objectif, c'est les patients, c'est de les aider. Du coup, voilà les pouvoirs de la coopération, de la collaboration entre les différentes institutions. Alors, pour moi, l'objectif, c'est les familles. Les familles, un enfant malade, c'est toujours une histoire de famille, les parents, la fratrie. Tout à fait.
Et ça, c'est l'objectif commun qu'on a, que ça se passe au mieux possible pour les familles. Et on a bien parlé voilà, de les contextes familiaux, mais aussi éducatifs, dans l'hôpital, social, psycho-affectif. Le besoin de l'enfant d'avoir un contact humain aussi, qui est très précieux, que dans cette période, voilà, c'est un peu plus difficile. Le docteur Diezi n'est plus là pour le dire, mais j'aimerais préciser que c'est aussi le souci de toute l'équipe médicale, pas uniquement du patient. Alors c'est clair que leur priorité est le patient, mais c'est le soutien à toute la famille aussi. On ne peut jamais soigner un enfant seul. Oui. C'est toujours avec les parents, la fratrie, les grands-parents. Oui, c'est vraiment une approche systémique, familiale. Et un membre ne peut pas bien aller et les autres mal ou vice-versa. Donc, c'est vraiment une prise en charge. En pédiatrie, c'est ça aussi qui est intéressant, mais il faut prendre en compte toute la famille. Alors, je vous remercie pour votre précieux temps de partage ici dans ces lives de la Ligue vaudoise contre les cancers. J'espère qu'on se verra dans de prochaines interventions, qu'on pourra continuer à collaborer et à échanger sur les thèmes qui sont importants pour les familles et pour la population en général dans cette période compliquée. Et voilà, merci beaucoup. Merci et à vous, on a un autre rendez-vous ce jeudi à 18h aussi. Du coup, on vous attend et on vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci.